c'est vraiment un sentiment général en disant mais c'est rien du tout, c'est une grippette. Il n'y avait pas une prise de conscience de l'urgence. Donc, dans la volonté de saisir les esprits, de mobiliser, de dire mais c'est très sérieux, il a utilisé cet imaginaire. Après, par rapport à ce qu'est la guerre, c'est évidemment très différent. Plus de 50 millions de morts quand même. Exactement, on en reparlera. Plus de 50 millions de morts pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est absolument terrible. 20 millions pour l'Union soviétique. Et puis par ailleurs, pendant la pandémie, les micro-guerres ont continué dans notre monde. C'est ça qui est assez frappant. Cette pandémie n'a pas bloqué le retour de l'État islamique au Levant, les incursions russes. Avec encore 2 morts côté français il y a quelques jours. Voilà, au Sahel. Exactement. Donc la guerre ne s'est pas démobilisée pendant la pandémie. Alors, contrairement aux autres années, nos anciens ne pourront pas se rendre, on l'a dit tout à l'heure, à ces commémorations du 8 mai, avant tout bien sûr pour les protéger du virus et parce que nous restons confinés, mais leurs paroles restent essentielles pour transmettre cette histoire aux jeunes générations notamment, comme Luce Soudard. Elle avait 13 ans quand la guerre éclate en 1939. Pour la protéger, sa mère l'envoie à Bayonne chez ses grands-parents, mais les choses, vous allez l'entendre, ne vont pas se passer comme prévu. Anne Guéry et Jean-Marie Lequertier l'ont rencontré pour France 2. J'ai 93 ans. Je m'appelle Luce Soudard. Pendant la guerre, ma vie a basculé avec l'Exode. J'avais 13 ans au moment de la guerre. En mai 40, ma mère m'a fait savoir qu'elle allait m'envoyer chez ma grand-mère à Bayonne. Mais elle m'a juste dit, c'est pour te mettre à l'abri, et voilà. Quand nous sommes arrivés à la gare d'Austerlitz, la cour de départ était inondée de Vendôme, c'était tous les uns sur les autres, etc. Les haut-parleurs ont dit, il n'y a pas de train pour aller dans le sud-ouest, mais vous avez des péniches, et on a trouvé, donc à Charenton, des dizaines de péniches. Je peux pas te dire combien il y en avait, j'en sais rien, moi. Je me suis installée là par terre. À côté de nous, il y avait une dame. Et ma mère a dit à la dame, voilà, je dois partir. Est-ce que vous voulez bien vous occuper de ma fille? On la connaissait pas du tout, hein. Je ne sais pas comment elle s'appelait. Elle m'a jamais parlé, je lui ai jamais parlé. Et ma mère est partie. C'était un immense sentiment de solitude. J'étais abandonnée. On arrive à Melun. Et tout d'un coup, je me suis trouvée face à des bottes noires, luisantes, brillantes, magnifiques. J'ai levé la tête. C'était un officier allemand qui était là. Ah oui, là j'avais peur. Et les Allemands ont dit, maintenant, il faut rentrer à Paris. Direction de Paris, c'est par là. J'ai retrouvé ma mère. Voilà. Elle m'a embrassée, mais on n'en a jamais parlé. En fait, vous lui en avez voulu? Voilà, parfois le silence fait loi. Très beau témoignage, on en aura plein d'autres à vous faire partager pendant cette matinée particulière, avec toujours ces images ici, grand ciel bleu, hein, au-dessus de Paris, hein, petit voile nuageux, mais globalement grand ciel bleu, 26 degrés, je crois, au-dessus de la capitale, pour ce 8 mai 2020, avec ces Champs-Élysées vides, vous le voyez toujours, de tout public. On attend le président de la République dans 40 minutes maintenant. Alors, on parlait des célébrations tout à l'heure en région, partout dans les villes et les communes. Il y aura, oui, des cérémonies sans public, mais ces cérémonies pourront avoir lieu. Comme à Toussieux, dans le Rhône, où se trouve Denis Sébastien avec le maire Paul Vidal. Denis, c'est à vous. Oui, bonjour Toussieux, une petite commune de 3000 habitants à une vingtaine de kilomètres de Lyon, et je suis en compagnie du maire qui a revêtu pour l'occasion un masque de circonstance. Monsieur le maire, bonjour. Cette cérémonie, elle va être très particulière, très restreinte. Oui, c'est vraiment une cérémonie particulière puisqu'elle va être très restreinte. Nous serons 3, le président des anciens combattants et quelqu'un qui est un militaire de réserve qui fera l'appel aux morts. Mais bon, Covid-19 oblige, nous serons vraiment très restreints. Malgré tout, pour vous, comme pour cet ancien combattant qui sera là tout à l'heure, il était important de garder une cérémonie si petite soit-elle? Oui, c'est quand même un vrai symbole, la cérémonie de commémoration, qu'elle soit du 11 novembre ou du 8 mai, c'est un symbole fort. Et bien avant que le président de la République ait acté le fait que nous ferions des cérémonies restreintes,
nous avions décidé à tous ceux que je déposerais une gerbe à titre personnel sur le monument aux morts, quoi qu'il arrive, le 8 mai. Alors, vous avez été réélu là en mars dernier, c'est votre 5e mandat actuellement. Vous avez donc déjà connu 4 cérémonies. Cette cérémonie-là va être très très différente de ce que vous avez pu vivre auparavant. C'est la toute première qui est sous ce format-là, en effet, puisque habituellement on a pas loin de 200 personnes qui viennent assister avec les enfants des écoles, auxquels je tiens beaucoup parce qu'il faut associer à la mémoire la jeune génération, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et puis l'école de musique. Donc c'est vraiment une vraie belle cérémonie. Aujourd'hui elle sera plus que modeste, mais le cœur il sera plus fort que peut-être dans les moments normaux, je dirais. Voilà, Julien, d'ici une petite demi-heure, monsieur le maire, accompagné donc d'un ancien combattant et d'un militaire réserviste, iront déposer une gerbe au pied de ce monument vers 10h30 tout à l'heure. Bien, merci Denis. Vous l'avez pas celui-là, hein, le masque bleu, blanc, rouge? Non, je suis absolument désespérée, mais là, je n'aime pas du tout là, parce que ici, c'est compliqué pour parler avec. Voilà, le masque bleu, blanc, rouge partout en France. C'est vrai que des cérémonies, des commémorations auront lieu à huis clos aujourd'hui, mais c'était important aussi de célébrer ce 8 mai 1945. Tiens, vous savez ce qu'on va faire maintenant, à quasiment 10h en direct sur France 2, on va vous faire partager quelques pauses musicales. La musique adoucit les mœurs, paraît-il, et les esprits. On en a bien besoin en ce moment. Eh bien, on commence par convoquer l'espérance. L'espérance avec Georges Gosset en 45. Et hop, on s'en sortira. Écoutez. On s'en tirera, comme toujours en France, ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement, nous pouvons convoquer l'espérance. Tout remarchera après l'échéance, il y aura du bonheur et le printemps reviendra. Voilà, Cynthia Fleury qui réagit à la chanson, vous ne l'avez pas vue, mais qui vous connaissez cette chanson, Cynthia, vous êtes aussi une férue d'histoire? Oui, je suis une férue d'histoire, mais en l'occurrence, pas nécessairement de l'histoire de la chanson française. Donc non, mais elle est très typique tout de même de ces chansons construites sur les textes, avec des mélodies très particulières. Donc non, ça donne... Voilà, vous pensez qu'on aura des chansons post-Covid-19 ou pas? Après la crise? C'est évident qu'on aura des chansons, puisque vous avez déjà vu que pendant la période du confinement, ça a été d'ailleurs une des manières de résister dans ce confinement 3.0, c'est toutes les parodies, c'est les chansons bien évidemment dédiées non parodiques au corps soignant, mais c'est aussi tout l'univers, je dirais oui, de la farce, pour venir à la fois garder courage et puis en même temps pour essayer de dédramatiser la situation. Alors peut-être plus sérieusement, Cynthia Fleury, vous évoquiez tout à l'heure l'analogie avec la terminologie, le mot guerre que vous ne partagez pas forcément, qu'a utilisé le président de la République. Est-ce qu'à contrario, vous dites oui, il y a un parallèle parce que la résilience des peuples en 45 est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui? Si vous voulez, le parallèle, il y a bien évidemment des choses communes. Je prends juste un exemple, parce que ça me vient des aînés, de ceux qui sont nés dans les années 20. La question de la guerre, pour eux, n'a pas été... Ils l'ont vécu et ils l'ont ressenti. Alors, ils l'ont pas ressenti, si vous voulez, dans la puissance éventuellement de l'attaque, puisqu'il n'y avait pas d'attaque. Mais en revanche, ils l'ont ressenti sur des images très concrètes, lorsqu'ils sont descendus dans la rue et que tout était fermé. Et moi, j'ai eu beaucoup d'aînés qui sont revenus vers moi en me disant « Oh là là, on ne descendra plus, ça nous a renvoyé des réminiscences de la guerre, c'est terminé, on n'a pas envie de ça. » Et donc, vous voyez, ça a fragilisé aussi, d'une certaine manière, nos aînés qui, par ailleurs, eux, sont les plus vulnérables dans cette histoire-là. Donc, comme quoi, voilà, parfois, ces images de guerre, on peut comprendre dans une mobilisation collective, mais en fait, elles peuvent aussi, pour ceux qui ont réellement vécu la guerre, être un petit peu compliquées. Maintenant, la question, ça a été dit tout à l'heure par Éric Fotorino, c'est-à-dire que c'est la reprise. On a tout de même, on ne va pas aller jusqu'à la reconstruction, mais on a une nécessité de, voilà, qu'est-ce qui va se passer demain? On a la question du risque, la question de l'incertitude, qui est éventuellement la question de la projection. Donc, et la relance économique. Exactement. Tout ça, c'est des choses qui sont,
un petit peu en partage avec ces moments très particuliers de l'histoire. Une autre question à vous, Éric Fotorino, qui fait écho aussi à cette période de la guerre et de 45 notamment. On entend beaucoup de critiques en ce moment sur la question de la privation des libertés publiques. Certains parlent carrément d'un régime de l'arbitraire, décidé sans concertation, sans débat. Est-ce que vous entendez cette petite musique-là ? On ne peut pas ne pas l'entendre, puisqu'elle fait partie, elle nourrit la défiance très forte qui existe en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs, vis-à-vis des gouvernants, vis-à-vis de leurs actions des dernières semaines, de leurs décisions. Cette question de la liberté, elle est évidemment cruciale dans la mesure où elle est paradoxale. Je veux dire par là, on se voit avec des masques, par exemple, qu'ils soient bleu, blanc, rouge ou pas. Un masque, c'est aussi une manière d'anonymat, de ne pas vous reconnaître. Alors si on met des caméras partout et qu'on est masqué, vous voyez, la technologie la plus aiguë sera déjouée par nos moyens de protection contre une épidémie. Mais plus fondamentalement, c'est depuis 1880 qu'au fronton de toutes les